Les rivières de la Gaspésie jouissent d'une renommée internationale. Elles attirent pêcheurs, plaisanciers et résidents. L'utilisation intensive de ces rives pose un problème de taille quant à la conservation de la qualité de l'eau et celle de ces bandes riveraines qui les supportent. Aujourd'hui, on explore l'interaction entre les rivières et l'humain sous l'angle de la biologie et du génie des eaux. On est au Conseil de l'eau Gaspésie-Sud où on va rencontrer Catherine Robin, qui est biologiste chargée de projet, interprète scientifique d'expérience. Elle va nous expliquer ce qu'est une bande riveraine et son importance dans le maintien de la qualité de l'eau. Le Conseil de l'eau de la Gaspésie-du-Sud, c'est un organisme de bassin versant. Le but, c'est vraiment la protection de l'eau sur le territoire et de ses usages. Il y en existe 40 au Québec qui recouvrent la totalité du territoire. C'est des organismes qui sont mandatés par le gouvernement qui ont cette mission-là, de protéger l'eau. Au printemps, on fait de la planification pour la saison estivale. L'été, je joue dehors tout le temps. C'est vraiment une chance que j'ai. Puis à l'automne, là, c'est la rédaction, le labo. Donc, on est vraiment rythmé. C'est ça qui me plaît beaucoup, là. En Gaspésie, on est particulièrement gâté par la beauté et la limpidité, je dirais, de nos rivières. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Que ce soit pour les rivières à saumon ou la limpidité, tout à fait. En fait, les rivières ici sont tellement belles et comme transparentes et tout ça. C'est des rivières qui sont utilisées pour des indices de qualité ailleurs au Québec. Ah oui? Les valeurs de référence se font en Gaspésie. Fait que les rôles de la bande riveraine sont vraiment nombreux. Le premier, on va penser tout de suite à l'érosion des berges, une problématique qu'on a d'ailleurs sur la Bonaventure du fait que la pente est très, très à pic. Donc, ce que la bande riveraine fait, avec les racines que les arbres ont, ils vont venir vraiment retenir le sol. Quand on coupe tous les arbres parce qu'on est riverain puis on veut un accès à la rivière, quand il va y avoir des pluies, le sol va avoir tendance à s'effondrer dans la rivière, donc on perd du sol. Puis aussi, ce sol-là qui tombe dans l'eau, ça a un effet sur l'environnement. C'est pas supposé être là. Si on pense juste aux belles rivières à saumon qu'on a, si on met plein de sable dedans, là, les saumons, ils vont avoir de la misère à frayer, tout ça, donc il y a un impact. Les racines vont aussi filtrer l'eau. On parle plus beaucoup des pluies acides, c'est plus tant la mode. Pourtant, elles sont toujours là. C'est pas quelque chose de réglé, là. Si au moins elle peut être filtrée par les arbres, on diminue cet effet-là de pollution qui est amené avec la pluie dans le cours d'eau. Fait que c'est un autre rôle de la bande riveraine. Ça va aussi permettre à toutes sortes d'espèces animales d'habiter là. C'est des espèces qui vont vraiment vivre dans ces zones-là de chevauchement d'habitat. Si on pense par exemple au martin pêcheur, il pêche pour se nourrir, donc il se doit de vivre en abord de rivière. Que ce soit au niveau de la faune, mais de la flore aussi. Là, il y a des plantes qui vont juste pousser en abord de rivière. Et donc c'est un rôle, conserver la biodiversité. Ça va avoir un impact sur la température de l'eau. Ça va créer de l'ombre, puis ça va empêcher l'eau de vraiment se réchauffer. Une eau qui est chaude, c'est une eau qui a moins d'oxygène parce que les liens se défont. Donc, c'est crucial d'avoir une eau fraîche parce qu'il y a des espèces qui sont intolérantes à une eau qui n'est pas oxygénée, notamment le saumon. Oui. Ça y prend beaucoup d'oxygène. L'eau qui est retenue par les racines, par les arbres, elle va avoir un temps de résidence dans les végétaux, alors que sans les végétaux, l'eau va aller directement dans le cours d'eau, ça va faire des crues intenses. Pour avoir tous ces bénéfices-là que la bande riveraine apporte, la seule chose qu'on a à faire en tant que propriétaire riverain, c'est de ne pas la couper. Qu'est-ce que c'est que le réseau rivière, au juste? Le réseau rivière, c'est un réseau fait par le ministère de l'Environnement. Au Conseil de l'eau, on y participe. Donc moi, une fois par mois, je pars, je fais ma tournée, je m'en vais prélever des échantillons dans 5 grandes rivières qui ont été ciblées par le réseau rivière, qui sont suivies depuis les années 70. L'idée, c'est que s'il y a un changement drastique, les résultats de ces analyses-là vont permettre de le constater. Parce que s'il n'y a pas de suivi, on ne peut pas savoir s'il y a un problème. Le réseau rivière, il échantillonne 260 stations partout à travers le Québec. Puis c'est des données qui sont accessibles en ligne. Donc ça est souvent à l'embouchure des rivières pour voir, pour analyser tout ce que la rivière draine au final. C'est une analyse en laboratoire, donc ils vont mesurer la chlorophylle, la bactériologie, les coliformes fécaux, mais aussi toutes les concentrations en nutriments. C'est ça qui va être beaucoup observé, donc phosphore, azote, nitrate.
C'est des nutriments pour les phytoplanctons. C'est comme les organismes de base qui vont utiliser ces nutriments-là, puis après ça, le phytoplancton, bien, le zooplancton le mange. Puis là, c'est comme la base de la chaîne alimentaire, si on veut, les nutriments qu'il y a dans l'eau. Donc, ça permet de donner une idée de ce qui peut vivre en fonction de comment il y a de nourriture. Mais aussi, s'il y en a trop, bien là, il y a d'autres organismes qui vont se mettre à en profiter, à proliférer de façon indésirable. Pourquoi indésirable? Bien, c'est que leur prolifération, soit c'est une espèce envahissante, soit leur prolifération entraîne des conséquences sur le plan d'eau. Au laboratoire, moi, j'ai une petite trousse que je peux analyser mes échantillons fournis par le réseau Rivière. Donc, c'est comme un partenariat. Moi, je fais de l'échantillonnage terrain pour eux, puis ils nous prêtent du matériel après. Majoritairement, quand il y a un débalancement dans la régulation d'une rivière, d'un cours d'eau, ça va être une cause anthropique. Ça ne va pas se ramasser là naturellement, ça va être causé par l'humain. Si en Gaspésie, les causes, ça va être plus la dévégétalisation. Fait que l'idée, c'est vraiment d'aller prévenir ça, de constater le changement très, très tôt pour pas qu'il s'aggrave, pour limiter les conséquences. On parle des bandes riveraines, Catherine. Qu'est-ce que ça doit respecter pour être réellement efficace, une bande riveraine ou juste... On a compris que c'est pas de la belle pelouse, là? Exactement. Pour qu'une bande riveraine soit vraiment efficace, elle doit comprendre les 3 strates de végétation, donc que ce soit des herbacées, comme des fleurs, mais aussi des arbustes et des arbres. Donc, on veut vraiment mélanger tout ce qui se pousse naturellement dans les bois. Donc, évidemment que si on a tout ça, mais juste sur 1 mètre, ça ne sera pas suffisant. Donc, selon la loi, on est supposé avoir 10 mètres minimum. C'est une valeur minimale. Minimale? Minimale, puis c'est en fonction de ce que le bassin versant draine. Le 10 mètres, il ne commence pas dès qu'on touche à l'eau. Le 10 mètres commence à la ligne des hautes eaux. Donc, si toi, tu as un terrain, puis ça adonne qu'au printemps, la rivière vient très, très haut, bien là, tout ce qu'il y a devant, c'est pas de la bande riveraine, c'est juste le lit de la rivière. Donc, la bande riveraine commence après. Donc, c'est une notion importante quand on veut respecter la loi, bien, il faut commencer à la ligne des hautes eaux, il faut la définir comme ça. C'est fascinant de découvrir à quel point c'est important la végétation riveraine pour la qualité de l'eau, mais pour sa pérennité aussi. On s'en va à la rencontre de Erika Ouellette, qui détient un bac en génie des eaux. Erika qui va nous expliquer l'impact de l'activité humaine sur nos rives. La molécule d'eau en tant que telle, moi, ça me fascine, je pourrais en parler pendant des heures. Juste par sa structure, le fait qu'elle a une polarité, c'est le seul élément que sa forme solide flotte sur son liquide, donc la glace flotte dans l'eau. C'est le seul élément qui fait ça. Il y a plein d'anomalies dans la structure de la molécule d'eau qui fait que la vie a pu se développer sur la Terre. La glace flotte, donc les lacs ne gèlent pas au complet durant l'hiver. Ça isole l'eau, ça fait que les poissons peuvent rester en vie. Ça me baffle. À quel point l'homme a un impact sur les plans d'eau dans sa façon d'aménager les bandes riveraines? Quand même un gros impact. Dans le fond, tout ce qui se passe dans un bassin versant l'unité territoriale qui est drainé par un cours d'eau, tout ce qui se passe là-dessus, étant donné que l'eau va filtrer à travers les sols et tout ça a un impact sur le cours d'eau. Sûr, quand on parle de bande riveraine, là, on est à la dernière barrière de protection, c'est là qu'on met un peu nos efforts. Mais tout ce qui se passe dans le bassin versant, il y a des petits ruisseaux partout qui viennent siéger dans Bonaventure, il y a des milieux humides qui vont faire des zones tampons pour retenir les eaux, réguler tout le cycle de l'eau, tout le débit. Fait que quand on vient installer comme des ponceaux, des quais, des bandes riveraines, etc., on vient modifier un peu l'écoulement. Souvent, l'entrepisation dans le bassin versant, donc beaucoup de déboisement, tout ça, on vient empêcher le ralentissement de l'eau qui se rend jusqu'à la mer. Donc, on augmente la vitesse des débits de tous les cours d'eau. Puis, rapidement, le bassin versant se vide plus rapidement de son eau. Donc, il y a moins le temps de se filtrer. Il y a encore plus de polluants, plus d'érosion. À mesure de déboiser, tout ça, on vient vraiment modifier le débit de l'eau. On rend tout le milieu plus fragile sans s'en rendre compte nécessairement parce que c'est toutes des petites choses, c'est toutes des petites pratiques, puis c'est l'effet combiné. Chaque aménagement d'un affluent, un tributaire d'une rivière va avoir un impact sur la rivière principale. Oui, absolument, c'est ça. Dans le fond, tout ce qui se passe dans les tributaires se traduit dans le cours d'eau principal parce qu'il reçoit toutes les eaux du territoire. Souvent, le monde va avoir le réflexe de venir apporter du remblai. Du remblai, c'est le sol de n'importe où qu'on apporte pour venir combler les cavités du sol ou faire des chemins, peu importe. Mais ce sol-là
il fait pas encore partie du réseau racinaire, il n'est pas encore solidifié dans le sol, il n'est pas solidifié, donc il passe une pluie, tous les sédiments vont directement se ramasser, être lessivés dans le cours d'eau. Aussi, souvent, on n'y pense pas, mais il peut y avoir des graines d'espèces qui ne sont pas nécessairement faites pour la bande riveraine ou qui peuvent être envahissantes. Puis là, tu introduis cette espèce-là dans le milieu, puis là, ça a un impact sur l'écosystème. On brise tout l'équilibre naturel, en fait. Oui. Oui, c'est dit un peu... oui. Excuse-moi. Gravement, mais... Oui, c'est dit un peu gravement, mais c'est ça qui se passe. Donc, c'est vraiment un cycle, un équilibre naturel qui est là depuis la création des cours d'eau qu'on vient tranquillement toujours modifier, puis la nature n'a pas le temps de s'adapter à ces petites modifications-là. Il y a plein de petites plantes un peu sur le littoral, puis ça vient retenir le sol. Si on passe en véhicule, les racines des plantes sont dans tous les interstices qui hantent le sol. Si on passe puis on l'écrase, on tue les racines. On compacte le sol en faisant ça. Évidemment, sur le bord des rivières, c'est toutes des espèces qui sont faites pour être très tolérantes à l'eau, qui ont besoin de beaucoup d'eau pour survivre. Par exemple, le cèdre, qui est énormément présent sur le bord des cours d'eau. Si je viens, mettons, mettre une pelouse, puis je garde mes cèdres, là, je fais juste enlever la friche par terre, je coupe tout, je garde les cèdres. Au fil d'une couple d'années, vu qu'il n'y a plus tout le réseau racinaire autour qui retient l'eau, ton sol se draine, devient plus sec, puis les cèdres finissent par mourir. Tu modifies le milieu, tu modifies l'eau des sols, donc les espèces ne survivent pas à long terme. Il y a plein d'endroits qu'on peut le voir, juste un petit sentier d'accès à l'eau. Tu le fais la première année, puis là, la deuxième année, déjà, tu vois qu'à cet endroit-là, exactement, le sol a beaucoup plus été arraché. Ça a fait une brèche dans la bande riveraine. Le riverain, même si au début, il a l'impression un peu de perdre l'usage qu'il peut avoir, ça va lui permettre de garder son terrain plus longtemps. Si au bout de quelques années, le monde n'aime pas ça, les algues, ça rend ça moins attrayant à l'œil, moins le fun à la baignade. Si on ne fait pas attention à comment on aménage, on va les perdre, ces usages-là. Il y a beaucoup de chemins forestiers. Il y a tellement un réseau hydrographique dense en Gaspésie, c'est inévitable que ces chemins forestiers-là vont passer dans des cours d'eau. Donc là, dans ce temps-là, il faut installer des ponceaux, des ponts. Puis ça, si c'est pas bien aménagé, non seulement ça va être lessivé, mais chaque fois qu'on passe à ces endroits-là en véhicule, s'il n'y a pas une belle végétation ou que le drainage n'est pas bien pensé, on envoie directement des sédiments dans le cours d'eau à chaque fois qu'on passe là en véhicule. Puis là, on vient justement déranger des milieux en aval qui reçoivent cette charge de polluants-là. L'exemple en Gaspésie, c'est toujours les frayères. On vient bloquer les frayères. Si on n'a plus d'endroit pour que les saumons aient frayé, il n'y en aura plus. Parce que dans le cas justement d'une bande riveraine qui ne fait plus son travail, bien, il y a toutes sortes d'impacts négatifs sur l'humain aussi qui est riverain. Donc si on vient de la pelouse, un terrain, on passe tout le temps là avec notre véhicule, on vient écraser l'éponge, on diminue sa capacité à absorber l'eau. Notre quantité d'eau potable est directement affectée. C'est d'aller déconstruire souvent des idées reçues d'aménagement comme que pour une propriété propre, c'est une propriété en pelouse. Les cours d'eau de très bonne qualité, c'est des milieux sensibles. Souvent, c'est pas des milieux qui sont habitués d'être anthropisés. C'est un milieu peu touché encore, donc c'est sensible plus qu'un cours d'eau que ça fait plus longtemps qu'il y a un aménagement, tout ça. Donc, ça va faire attention de ne pas justement le prendre pour acquis, de sa limpidité, sa beauté. Ça l'est parce que ça a été naturel tellement longtemps, puis que c'est un milieu vraiment... qu'il n'y a pas trop de pression sur le milieu, oui. Exactement. Ça a été une splendide journée aujourd'hui sur le bord de la rivière et une réelle prise de conscience aussi de réaliser toute cette abondance-là qui nous entoure, la chance qu'on a et notre responsabilité de la préserver. En comprenant les écosystèmes, on réalise à quel point tout est interconnecté et que chacun de nos gestes de riverains a un impact aussi sur notre environnement. Ça me fait encore plus apprécier cette abondante nature, cette majestueuse rivière ici en Gaspésie.